Salut Charles. Salut Nicolas. Charles, bienvenue donc dans Comptoir IA pour ce 68e épisode. Je suis hyper heureux de te recevoir. Trop bien qu'on ait réussi à caler ça. Ça faisait très longtemps que je voulais te recevoir sur le podcast Comptoir IA. Donc Charles Gorintin, tu es le CTO et cofondateur de Alan. On te connaît pour ça. Mais tu es aussi co-founder, advisor de Mistral, qui, je crois, sont encore dans vos bureaux, si je comprends bien. Donc ça c'est quand même hyper cool. Et je sais aussi que tu t'intéresses à ce sujet depuis longtemps parce qu'en regardant ton profil LinkedIn, j'ai vu que quand tu étais à Normal Sup, tu avais travaillé aussi sur le computer vision, le machine learning en 2010. Euh, donc voilà, donc je pense que tu as un point de vue très éclairé là-dessus et que tu vas nous en dire beaucoup sur l'IA générative, sur ce qui s'est passé, sur Mistral, sur l'IA générative peut-être au sein d'Alan. Est-ce que vous en faites quelque chose? Et donc, bienvenue. Merci beaucoup et merci beaucoup de m'accueillir sur le podcast. Euh, c'est assez rigolo que tu me parles de l'IA en 2010. J'ai fait ce master de vision apprentissage en 2010 à l'ENS. Mais ce qui était assez drôle, c'est qu'à l'époque, quand je suis rentré dans le master, tous les gens à qui je parlais me disaient les réseaux de neurones, grosso modo, ça marche pas, ça marchera jamais, on le sait, tout le monde le sait. Ne te prends pas la tête à essayer d'apprendre ça. Ça peut être, tu peux le faire par curiosité, mais ça marchera jamais, donc perds pas Tu ton as temps. vraiment eu ce message, quoi. Le fameux ça marchera jamais. On te l'a dit en face, quoi. Exactement. Ok. Donc c'était 2010-2011 et pas de chance, 2012, AlexNet qui débarque et qui montre qu'en fait le deep learning c'est vraiment le grand truc. Mais moi, entre-temps, j'étais parti à San Francisco, aller bosser chez Facebook en tant que data scientist. Ouais. Euh, donc, ça restait à peu près le même sujet, mais j'ai pas pris la vague du deep learning comme d'autres. Ouais, ouais, t'es pas resté dedans en mode Yann Lequin, quoi. T'as fait des petites incartades, mais oui. Paradoxalement, c'est lui qui m'a rejoint parce que il a rejoint Facebook en 2013. Hmm. Après, Ok, on n'a pas bossé ensemble et moi, j'étais assez loin de ces sujets à l'époque. ok, trop bien. Alors, Charles, donc merci d'être là. Est-ce que je peux te demander, en tout cas, comment tu as vécu l'année et demie qui vient de s'écouler, en tout cas depuis le 30 novembre 2022 de ChatGPT. Qu'est-ce qui s'est passé selon toi dans l'IA générative ces derniers mois, quoi? Voilà. Ouais. Euh, déjà, je pense que ça commence un petit peu avant le 30 novembre 2022, même si je me souviens très bien de la date comme toi. Euh, En fait, début 2022, je commence à parler avec des copains, on sent qu'il se passe quelque chose en IA, que les modèles sur les transformers en fait deviennent pertinents. Ils commencent à sortir des choses qui clairement s'apparentent à de l'intelligence. Il y a déjà Geekface qui a fait son pivot, qui commence à vraiment prendre de l'ampleur. Il y a les modèles d'OpenAI avec GPT-3 qui sont disponibles. Et donc, à ce moment-là, moi, je décide d'arrêter complètement tout ce que je fais en tant que CTO chez Alan et de me reformer à l'IA et donc de recommencer de zéro sur tous les trucs d'entraînement de réseau de neurones pour me reformer sur le sujet parce que je Ah, sentais qu'il tu t'es est fait un passé. break de l'opérationnel pour te replonger dedans, quoi. Ok. Mhm. Ah, exactement. Après, je parlais beaucoup à l'époque de me virer de mon job tous les 6 à 12 mois. Donc, c'était une occasion de me virer de mon boulot pour pouvoir me focaliser sur un truc nouveau Mhm. qui était l'IA. On a passé pas mal de mois et en fait, on commençait à se dire ah ouais, mais il n'y a pas vraiment de champion européen en Europe, enfin de champion européen en IA. Et il faudrait qu'il y ait des gens qui lancent ça parce que typiquement, on a les talents. Parce que bon, ce master de Ouais. vision apprentissage forme les meilleurs et les moins bons comme moi. Euh, et, ça- et surtout, en fait,
il y a tout le terreau qu'il faut pour pouvoir vraiment construire des champions en Europe. Bien sûr. Peut-être sur 50 personnes qui, à l'époque, savaient entraîner les LLM, il y avait un tiers qui était français. Donc ça faisait, Waouh. il y avait les moyens. Ouais. Mais, et donc, on avait écrit justement à l'époque avec mon associé Jean-Charles et quelques autres un papier pour dire bon ben voilà, c'est un état de fait, il faut peut-être faire quelque chose. Apparemment, le papier s'est retrouvé Aux partagé oubliettes. un peu Ah non, 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 il non. s'est à Ah oui? partager, mais il s'est rien passé derrière. Mmh. Euh, et en fait, tu parles du 30 novembre 2022. ChatGPT, ça commence à s'emballer. Et nous, on commence à se dire, en fait, euh, vu que personne ne le fait, il faut qu'on se débrouille pour que ça émerge et qu'il y ait un champion européen. Parce que Mmh. sinon, on risque de se retrouver d'une part avec un oligopole des OpenAI, des Google, des Ouais. Facebook qui vont garder le sujet pour eux. L'Europe va être complètement dépassée. On va avoir un EU AI qui va encore plus loquer le marché. Et donc, ça risque d'être assez triste pour l'Europe s'il n'y a pas de champion européen qui émerge. Et Oui, donc ça là, tu as eu cette vision-là directe, au moment de la sortie de ChatGPT? Ouais, enfin, c'est Mmh. vraiment un truc qu'on a commencé à sortir. Et, et donc, on a commencé à écrire une stratégie de comment est-ce qu'on pouvait construire un grand acteur comme ça. OK, Euh, avec Jean-Charles, alors dans ce cas-là, Avec OK. Jean-Charles, ouais, exactement. Donc on a écrit ce truc. Il nous fallait de l'argent, donc beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, commencer par peut-être 50 millions, 200 millions, 1 milliard de levées pour pouvoir entraîner ces modèles qui coûtent hyper cher à entraîner. Il Tu as fallait raison, Sam Altman a dit, hein, aussi du côté OpenAI que ce serait peut-être, l'aventure technologique, la start-up technologique, la plus chère et la plus gourmande en termes d'investissement de l'histoire. Donc, ouais, je pense que c'est important de le voir aussi comme ça, comme vous l'aviez dit. OK. Mmh. évidemment. Donc ça, tu as besoin du compute. À l'époque, en fait, même Nvidia était complètement submergé par les demandes, donc c'était difficile d'avoir du compute aussi. Ouais. Mais surtout, et avant tout, en fait, il y avait besoin d'avoir les talents, donc les meilleurs chercheurs mondiaux qui devaient développer ça. Et on a eu la chance, en fait, de rencontrer Arthur Mensch, Timothée Lacroix et Guillaume Lampre, qui, on a découvert plus tard qu'ils voulaient eux-mêmes monter une boîte. Et en fait, on s'est dit, on va créer, on va créer une boîte ensemble avec eux. Nous, on leur a dit, bon, on vous donne la stratégie qu'on a élaborée. Ouais. À ce moment-là, il y a Cédric O aussi qui était rentré dans l'équipe. On vous donne la stratégie qu'on a élaborée. On vous aide à lever énormément d'argent, à devenir d'excellents entrepreneurs. On prend une toute petite part du capital. Mais et vous, vous serez les immensément majoritaires et c'est vous les vrais fondateurs de cette boîte. Euh, et donc, on s'est mis d'accord là-dessus et puis on s'est mis à bosser. Et ça, c'est D'accord. devenu. Merci pour ce rappel de l'histoire, en effet, parce que et c'est vrai que donc, vous aviez déjà ce côté très entrepreneur avec Alan et établi. Eux, ils étaient, à ce moment-là encore dans la recherche donc, comme tu dis donc, Arthur, Guillaume, et Timothée, ils étaient sur le profil chercheur, oui. Et oui, c'est très intéressant de revenir sur, cette manière-là dont ça s'est mis en place, mis en route, tout ça. Ouais. Mmh. Et je me rends compte que j'ai pas du tout répondu à ta question initiale, hein, mais Non, sur mais le truc. c'est pas grave du tout. Franchement, c'est presque plus intéressant. Et en fait, il fallait, et tant mieux si on peut revenir le retour que tu as fait un petit peu sur cette historique. Je comprends qu'en fait, toi, justement, tu avais anticipé le sujet. Et c'est ce qui a permis aussi l'éclosion de Mistral, je pense, assez rapidement, en fait, et la sortie de leur premier modèle. Parce Ah, que, en fait, si vous aviez tous commencé à travailler le 30 novembre 2022, ça ne ouais. serait pas passé de la même manière.
Ouais, potentiellement. Mais en fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est peut-être de parler de cette stratégie, en fait, de qu'est-ce qui a fait qu'on ait pu aller très vite avec Mistral. Ouais, C'est vraiment ce contre-positionnement contre l'oligopole qui était en train de se créer avec OpenAI, Facebook, Google. En fait, on s'était rendu compte que la manière de pouvoir construire un champion, ce serait de pouvoir se mettre là où les gros n'oseraient pas se mettre, ou en tout cas le feraient qu'à leurs dépens. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est, on a pris l'exemple qui s'était passé peut-être en août 2022, ce qui est aussi un truc assez intéressant. Août 2022, tu as Stable Diffusion qui est, bien sûr. qui est déployé, qui est release en open weights. Donc, les poids ont été partagés. Et là, ça a créé une explosion cambrienne d'innovation. Moi, j'étais sur Reddit toute la journée à cette époque-là. J'ai déployé mes premières images où j'entraînais mes Stable Diffusion sur mon visage fine-tuné. Et genre, c'était magique comme moment. Bien Et en fait, sûr. explosion cambrienne, Emad Mostak est devenu une célébrité du jour au lendemain. La boîte, elle a valu 1 milliard au bout de quelques mois. Bon, ils ont d'autres problèmes aujourd'hui, mais on va passer Il cette est, il est, il est séquence. plus dans, il est plus dans la boîte. Voilà. Ouais. Euh, mais ce qui, en fait, on avait vu que globalement, ce qui s'était passé sur l'image pouvait se passer sur le texte. Et donc là, Oui, bien sûr. Non, non, mais tu as c'est raison, t'as raison. Il y avait ce souci aussi de la liste d'attente déjà sur Dali à l'époque avec OpenAI, cette liste d'attente qui n'avançait pas et d'être sur bah aussi du closed source. Et en effet, là, le fait de donner l'accès à Stable Diffusion en open source et à tout le monde, ça, c'était révolutionnaire. Et donc, je comprends tout à fait l'inspiration et le fait de dupliquer aussi un peu cette stratégie sur le texte. exactement. Et en fait, ce qu'on voyait, c'est que OpenAI ne voulait pas release DALL-E au grand public parce qu'ils avaient peur des implications safety. Ouais. Et en fait, c'est quelque chose qui était aussi extrêmement paralysant pour OpenAI sur le texte, mais aussi pour Facebook ou Google qui avaient des capacités. En fait, Et encore plus, en fait. OpenAI même a réussi à avancer, on va dire, plus vite que c'est Google Meta. Mais de l'autre côté, oui, on peut avancer encore plus vite que OpenAI exactement. en prenant un petit peu plus de risques. Ouais, ouais. Et en fait, janvier 2023, donc on avait cette stratégie et donc de se contre-positionner par l'open source. Et en fait, fin février 2023, tu as Lama qui sort. En fait, Lama qui était justement co-créé par Timothée Lacroix et Guillaume Lampe, Guillaume, ouais, qui sont des encore que des Français, comme tu le disais tout à l'heure, là pour le coup, sur le papier de recherche, je sais plus, mais 11 sur 10 14. Français, Ouais, 11 sur 14. ouais, exactement. Et donc, enfin, qui release en open source. Donc, ça a créé quelque chose, un engouement incroyable, ce Lama release en open source. Après, c'était avec une licence pas très permissive et des choses pas claires qui en fait laissaient encore de la place pour aller plus loin. Ouais, Donc, tout à fait. À un certain stade, c'était plus de l'open source, quoi. Enfin, et on était ouais, dans c'est le en fait commercial. c'était non commercial. Ils voulaient pas lâcher les weights pour tout le monde, mais dès qu'ils ont été disponibles, en fait, ils ont été uploadés sur sur GitHub, Hugging Face, etc. Et donc fast forward, donc on bosse sur le sujet, on commence à préparer. Et mai 2023, donc euh, Arthur, Guillaume et Timothée peuvent sortir de leurs entreprises et se lancent sur Mistral. Et donc on annonce à l'époque donc une levée de fonds de 105 millions d'euros. Et ensuite, Et oui. septembre 2023, il y a le Mistral 7B qui sort et qui fait un splash incroyable en termes
dans la communauté open source. Et notamment avec la manière dont ça a été release qui est assez rigolote. Ah, totalement, totalement. Quel style en torrent avec les magnets comme sur du téléchargement. Exactement. Ça part dans la nature. Derrière, bon, ben, on peut plus rien rattraper. En tout cas, c'est parti. Heu, Manière très rigolote, mais qui, je trouve, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quasiment devenu un trait de communication, quoi, tu vois, de Mistral, en fait. Ouais, exactement. Mais en fait, ça reste dans cette stratégie de contre-positionnement. C'est qu'en fait, ça ne pouvait que marcher si on ne reprenait pas les codes des autres. Parce que, enfin, faire une release où genre tu mets un lien que la plupart le commun des mortels est incapable d'utiliser, en fait, ça paraît complètement bizarre. Mais en fait, ça appelait directement aux développeurs, aux chercheurs en IA qui soudainement avaient en fait un modèle qui marchait et qui marche encore mieux que les Llama 1, Llama 2 de- Ouais. à l'époque, qui étaient les meilleurs modèles open source et, euh, et qui pouvaient faire tourner sur leur ordi, quoi. Phénoménal, phénoménal. C'est génial, d'entendre l'histoire, racontée par toi et tu vois, je viens d'apprendre, plein de détails et de comprendre plein de choses, comme, nos auditeurs, je pense. Donc merci beaucoup, Charles. On va revenir, là-dessus, sur cette stratégie, mais je te propose d'avancer un petit peu sur, nos sujets, récurrents un petit peu aussi, pour les traiter, même si ce que tu nous dis là m'intéresse énormément. Le tool d'IA que toi tu utilises le plus dans ton quotidien? Mm. Alors aujourd'hui, je pense que c'est le chat, donc le chat Mistral, Le chat enfin, Mistral. Mmh. que j'ai swappé. Enfin, avant, j'utilisais ChatGPT, Ouais. mais en gros, comme outil pour coder tous les jours, c'est c'est un- c'est quelque chose que j'utilise dès que je veux transformer du texte. Ouais. En fait, j'utilise ça. Peut-être même de manière un peu plus précise, l'outil que j'utilise le plus, ça va être les outils de transcription Ouais. de voix vers le texte. Ah mais je suis alors très intéressant que tu dis ça. Je trouve que c'est, comme on dit souvent, enfin c'est sous-coté quoi, un petit peu, tu vois? Ces outils-là de transcript, de speech to text, alors Mm. qu'une fois que tu les utilises, une fois que tu les intègres dans ton quotidien, tu peux plus t'en passer. Mais en fait et c'est tellement là que tu le vois plus quoi. Enfin, ouais. Il y Mmh. a une personne chez Alan qui m'a fait réaliser quelque chose, c'est qu'on a une asymétrie. Cette personne-là, il s'appelle Antoine Lisée, et en gros, il y a une asymétrie quand on parle, on a beaucoup plus de bande passante, on envoie plus de signal en une seconde de parole qu'en une seconde d'écriture. Bien En fait, donc, sûr. Ouais. mais paradoxalement, en fait, quand tu lis, tu peux absorber beaucoup plus d'informations que quand tu écoutes. Donc, la voix en outbound et la vue en inbound. Mmh. Et donc, ça, avec les nouveaux outils de voice to text qui deviennent en fait, genre vraiment, qui marchent vraiment bien aujourd'hui, ce qui n'était pas vrai il y a quelques mois, années, en fait, on peut s'affranchir complètement de tout ce qui est la forme et se concentrer sur le contenu et parler. Moi, je fais des voice memos et je parle à mon téléphone comme ça, tout en lisant quelque chose. Et derrière, il y a un LLM qui va me transformer ça en une réponse tout bien écrite. Je l'édite si je ne suis pas d'accord avec quelque chose. Et je communique uniquement par ça chez Alan. C'est génial, ça me fait penser à plein de choses en fait, mais ces LLM en fait, ils deviennent une espèce de métacompétence de qualité, de structuration de l'information, heu et heu et c'est certain et en fait, le truc, c'est que tu peux prendre n'importe quelle note, la dicter. Moi, je le fais tout le temps, il va te sortir un truc hyper structuré. Je viens même de rencontrer un ami qui est dyslexique, si tu veux, qui lui prend des notes, tu vois, à la voix comme ça, au texte. Ensuite, il a des raccourcis, sur son iPhone et ces raccourcis, en fait, ils font passer ces notes vocales et textes, dans le ChatGPT
Mmh. Et derrière, eh ben, il y a plus de problème de dyslexie, quoi. Tu vois, tout le contenu est restructuré, cleané, plus de fautes d'orthographe et tout ça. C'est extraordinaire pour se Et concentrer en sur le contenu. et voilà, et en fait, moi, ma conviction forte, c'est que, la forme pollue la pensée. C'est Mmh. que si tu dois penser à la manière dont tu écris, en fait, ça t'empêche de réfléchir et de te focaliser sur le contenu. Et la force incroyable des LLM aujourd'hui, c'est leur capacité à transformer la forme tout en préservant le contenu. Euh, sur le contenu, parfois, en fait, ils n'ont pas suffisamment de contexte et pas suffisamment d'idées de ce que tu veux vraiment dire. Donc, tu peux pas juste leur faire confiance pour te donner le texte qu'il faut. Et toi, ça te permet de vraiment te libérer de tout le côté forme. Et ce qui est assez intéressant, c'est que on a vu cette révolution euh, pour les ingénieurs, pour les développeurs, au moment où il y a Prettier qui est arrivé sur le marché il y a quelques années. Prettier, en gros, qui est un formateur de code. Mmh. Donc, on peut écrire son code un peu n'importe comment et ça va le formater de la bonne manière et on n'a pas besoin d'y penser. Et en fait, avant qu'il y ait ces outils-là, les développeurs en fait passaient du temps à essayer de bien formater, à avoir bien le breaking space enfin il y a ces blagues dans Silicon Valley, la série Ouais. des espaces et des tables par exemple, enfin qui sont des débats qui ne servent globalement à rien. Et si tu peux avoir le format qui en fait juste sort de ta tête, en fait tu gagnes énormément de place dans ton esprit. Et ça, je trouve ça passionnant. Et il y a la même chose en fait qui est en train de se passer grâce au LLM sur la manière dont on communique nos pensées. Euh, c'est extra ta vision. Je pense que ça va même, on pourra encore même tirer le trait, aller encore plus loin sur l'image, la vidéo, la musique. Tu vois, j'ai pas besoin de savoir faire du solfège juste pour créer un morceau. Tu vois, une petite mélodie. Si je peux Ouais. utiliser un Suno là, tu vois, ben, je suis très content. Ce que je voulais, c'était pas forcément je voulais juste faire tel type de musique à tel moment, tu vois, et maintenant je peux le faire, quoi, tu vois, en fonction Alors, de mon inspiration. ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, moi, ça m'a fait me rendre compte que il n'y a pas de création. Il y a seulement de l'édition dans tout. C'est et c'est là où la métaphore de l'espace latent, donc là où les LLM vont chercher tout ce qu'ils vont ressortir et décoder de, euh, de leur travail. Donc l'espace latent, c'est un peu cet espace idéalisé dont parle un peu Platon, l'espace des idées. Et en fait, la création, ce qu'on appelle création, c'est juste aller chercher quelque chose dans cet espace latent, l'espace de tous les possibles imaginables. Et à la fin, on en choisit. Et même, en fait, quand on écrit, quand on peint, quand on fait quoi que ce soit, ce qu'on appelle la création, en fait, on choisit juste certaines de ces idées dans notre tête et on les déploie. Et donc, c'est juste une forme d'édition. Si tu considères que, en fait, le fait mécanique et technique d'écrire ou de composer de la musique ou quoi que ce soit, c'est quelque chose dont on peut s'affranchir. En fait, à la fin, c'est juste, tu choisis qu'est-ce que tu veux sortir et sur quoi tu veux signer ton nom à la fin. Et on voit que les Mmh. artistes, par exemple, ils vont créer plein de choses qui vont jeter à la poubelle et à la fin, il y a une seule œuvre qu'ils vont présenter. Ouais. Et en fait, ce changement de paradigme où on se rend compte qu'en fait, on est seulement dans l'édition, ça nous place dans quelque chose de différent vis-à-vis des IA et des machines parce que ça nous permet d'être beaucoup plus proche de ce processus d'édition que avant où en fait, pour pouvoir choisir quelque chose, il fallait pouvoir l'écrire ou le peindre ou le composer. Je trouve c'est la première fois que j'entends ça. Je trouve cette idée d'édition
passionnante. Après, je pense qu'il y a plein de gens qui vont avoir des petits blocages, tu vois, avant de vraiment adhérer à ça et qui vont te dire aussi non, mais il faut passer par ce processus, tu sais, Mm. c'est ces outils aussi, le temps que tu mets sur l'édition qui permet ensuite, tu vois, la création. Mais je pense qu'on peut complètement les détacher aussi grâce à ces outils. Mm. Euh, Très bien. Pour le transcript, tu utilises quel outil aujourd'hui? J'utilise Gladias aujourd'hui, ce qui est une boîte française. Bien sûr, Jean-Louis, qu'on Jean-Louis adore, Séguier, que j'ai ouais, reçu, qu'on adore. Gladia qui sont trop, trop forts, évidemment. ouais. Ouais, on adore. Moi, j'utilise Fireflies, tu vois, aujourd'hui. J'ai essayé Nuta aussi. Mais ces outils, oui, ils fonctionnent très, très bien. Et après, ce qui est génial, c'est en effet bah, les utiliser avec ChatGPT ou avec le chat, avec ton LLM de prédilection. Et là, tu t'éclates et tu fais ce que tu veux. Moi, les rendez-vous clients, de temps en temps, ça devient une blague. Je vais me retrouver donc sur une réunion, un rendez-vous, un déjeuner que je vais enregistrer, je vais prévenir mes interlocuteurs que j'enregistre. Tout le monde me dit ah bon, mais par contre tu prends pas de notes, tu vois. Et, euh, et en fait, même dans un resto bruyant ou un truc comme ça, derrière, je prends mon dictaphone, je fais passer ça dans mon assistant de réunion, voilà, ça me sort un transcript. Et sur même un déjeuner avec une réunion technique et tout ça, ça me sort un truc, mais impeccable, comme tu l'as dit tout à l'heure, donc avec un plan structuré, nickel. Et en général, à la fin, tu vois, je regarde mes associés et je leur demande, mais bah, elles sont où alors vos notes? Tu vois, parce que à la fin, je suis souvent le seul à pouvoir partager des notes, quoi, tu vois. Ouais, Et c'est extraordinaire, ouais. extraordinaire. Et ça, là-dessus, en fait, on a vraiment pris le pli chez Alan. Enfin, Ok, ok. là, un petit side project de mes dernières semaines, c'était de construire une extension Recast. Recast, c'est un outil qui permet de faire des. Enfin, en gros, ça remplace Spotlight sur Mac. Euh, Hmm. et donc, j'ai une extension Recast, donc avec un raccourci, je peux avoir tous mes voice memos qui viennent de iCloud, de mon téléphone, de mon ordi. Ça les transcrit. Et derrière, il y a un petit outil où j'ai plusieurs formats où je vais aller appeler un LLM pour dire bon, ben, ça c'était un one-on-one, je veux que tu m'en fasses un résumé avec les action items, etc. Et en 2 secondes, en fait, j'ai ces notes qui sont prêtes et que je peux partager. C'est extrêmement puissant, notamment grâce à la culture d'Alan qui est uniquement à l'écrit. Mais ça, on peut diguer là-dessus aussi. C'est assez intéressant. Nice. Ok, donc ça c'est très très bien. Bah, j'allais te demander aussi un peu, bah, Alan, donc tout le monde connaît, hein. Donc moi je suis client d'Alan depuis très longtemps et très content d'ailleurs parce que franchement, euh, au niveau, en tout cas déjà de l'application, de l'ergonomie et tout ça, c'est un plaisir quand on est un peu geek par rapport aux solutions un petit peu du passé. Non, non, et je trouve que c'est génial. Mais est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que vous faites chez Alan avec l'IA générative? Vous l'avez Ouais, intégré dans vos process un petit peu? Donc là, tu nous donnais un premier exemple. Est-ce que ouais. c'est à d'autres niveaux aussi? Donc, en gros, en fait, en début 2023, donc, la conviction était venue que c'était vraiment le moment de s'investir en tant qu'entreprise dans l'IA. Et donc, on a fait un plan. Et ce plan, c'était, il y avait trois parties. D'une part, que 100% des gens chez Alan devaient utiliser de manière productive l'IA dans leur travail de tous les jours. Deuxièmement, qu'on allait réduire nos coûts et augmenter la personnalisation et le pouvoir de nos produits grâce à l'IA. Et la troisième partie, c'est on allait partager sur ce qu'on faisait dans l'IA. Et donc, Hmm. euh, on s'est attelé directement sur le premier sujet. Euh, Là où on a eu de la chance, c'est qu'il y a une entreprise qui s'appelle Dust. Peut-être que tu as Bien reçu sûr. Gabriel. Stanislas qui t'a précédé, bien sûr. Et Gabriel aussi que je connais. Ouais, mais donc, enfin, Gabriel Hubert qui justement a passé 3 ans chez Alan, donc ça, Et oui, ça, évidemment. ça a aidé aussi. Et en fait, on est devenu
un design partner pour cette entreprise Dust. Et ce que fait Dust, c'est déployer des assistants personnalisés qui peuvent s'appuyer sur tous les documents de l'entreprise. D'accord, donc un cas très, très important, hein, on parle souvent des cas principaux, donc les premiers arrivés, donc on va pas il y a customer care, quoi, le service client, mais surtout aussi, il y a très vite le knowledge management, la gestion des connaissances de l'entreprise, qui était pas accessible avant à tout le monde, pas structuré, sous plein de formats différents et d'une certaine manière, en fait, CLLM, moi je viens de penser à ça récemment là, tu vois? Je me permets une toute petite digression, Charles, pour te sonder, mais je me disais: «Mais tu vois, au final, Wikipédia, c'est un objet extraordinaire sur internet, tu vois? C'était l'ensemble du savoir humain, mais tu vois, il y a une prolongation, c'est accéder à Wikipédia, à tout ce savoir via un LLM bah, tu en fait, aujourd'hui, ça te donne, une manière encore plus efficace de trouver de l'information, et il se passe la même chose, tu vois, avec toutes ces données d'entreprise. Ouais, exactement. Et et donc on a pu s'appuyer sur Dust pour nous aider en fait à faire des assistants. Donc un exemple, Donc c'est vous avez mis toutes vos données, est-ce que Dust fait du RAG? ouais, exactement. C'est Donc comme ça que ça Retrieval Augmented, fonctionne. Generation, Ouais, donc et on va dire donc parce que du RAG, en fait, on en parle tout le temps, voilà, pour bien retrouver les données, bien s'adresser à ces données, éviter les hallucinations, des modèles. Mais mmh, au final, quand je cherche, tu vois, des solutions, faciles à utiliser de RAG, faciles à mettre en place, sincèrement, en ce moment, le seul nom que j'ai en tête, moi perso, c'est mmh, Dust, pour l'instant. ouais, Tu me ouais, confirmes ça, Charles, un peu? Enfin, ouais. c'est peut-être pas le seul nom, mais c'est celui dont il faut se rappeler, je pense. Et donc Hem vous avez et donc est-ce que tu peux m'écrire, vous avez mis toutes vos données dedans ou? Et donc nous, en fait, c'est peut-être, pour prendre un tout petit, step back, c'est que comment on a pensé notre knowledge management, en fait, donc chez Alan, on fonctionne, en transparence radicale, donc tout le monde a accès à toutes les informations, ce qui va être crucial, pour les sujets d'IA. Heu et on a structuré, par channel. Donc en gros, on a Slack pour le tout venant du flux. On a, les GitHub Discussions qui nous permettent de prendre les décisions qui ont vraiment un impact. Et en fait, on a tout l'historique des discussions et pourquoi on a pris une décision dans GitHub Discussion. Et ensuite, on a Notion pour tout ce qui est stock. Donc vraiment les informations qui restent un peu immuables dans le temps. Et donc, on a pu donner ces informations, toutes celles qui étaient pas sensibles. Enfin, donc, s'il pouvait y avoir ne serait-ce qu'une chance qu'il y ait de la donnée Mmh. personnelle, c'était non. Et on a mis ces informations en fait qui étaient non sensibles sur Dust. Et donc maintenant, on a des assistants qui vont chercher des informations sur tout. Donc, des exemples d'assistants qui marchent très bien, c'est un on-call. Enfin, donc, il y a on a dans toutes les équipes des gens qui sont préposés à répondre aux questions de ceux qui savent pas comment on fait marcher l'imprimante ou je sais pas quoi. Euh, et donc, on a remplacé ces préposés par un assistant Dust. Donc, Mmh. at Office on Call, euh, comment est-ce qu'on fait marcher l'imprimante, et on a la réponse immédiatement. Donc, à la fois, ça nous fait gagner du temps parce que on n'a pas à aller à chercher dans toutes les informations qu'est-ce qui était important. Ça nous permet de ne pas avoir à pinguer une personne et de la déranger dans son boulot quotidien. Et, et derrière, en fait, tout le monde est plus content et plus efficace. Donc, on a ces exemples-là de vraiment chercher l'information. Ouais. Ensuite, il y a tous les sujets de vraiment améliorer la productivité des gens. Un Mmh. exemple, c'est, euh, je ne sais pas si tu as déjà fait du SQL, mais en gros, il y a toutes Vite les fait, hein. données des, euh, des entreprises, si tu veux savoir un peu la performance, etc., souvent il faut faire une requête Une SQL. Donc, requête. Ouais. historiquement, tu allais voir ton data analyst et tu lui dis, bon, bah, est-ce que tu peux me faire ça pour demain, me sortir la réponse
la question de combien est-ce qu'il y a de gens chez Alan qui ont plus de 35 ans. Et ça te prend une demi-journée parce que la personne, elle va pas répondre immédiatement pour te faire ta query. Bien sûr. Et ça, je vois très bien, en effet. Ça m'est déjà arrivé. Et moi, je n'étais pas capable de le faire moi-même. Je devais m'adresser à quelqu'un, lui demander quelque chose pour le lendemain ou le surlendemain. Ouais. Et ben là, on a fait passer notre data model dans Dust. Et donc, tu poses la question et Dust, à la fois, t'écris ta query SQL et t'explique comment ça a marché. Très fort, très fort. Ouais. Et donc, ça améliore la productivité de manière assez dingue dans la boîte. Et donc, on a déployé ces use cases différents dans l'entreprise. Derrière, on a fait beaucoup d'éducation. Parce qu'en fait, souvent, les gens, ils regardent, l'AI, c'est hype, mais je ne sais pas trop comment je vais pouvoir l'utiliser pour moi. En plus, les dernières hype, genre blockchain, en fait, ça servait à rien. Je veux pas me burn encore une fois. Et donc, il y a plein de gens qui ont juste rejeté le truc sans aller regarder. Donc, ce qu'on a fait, c'était d'abord rassembler beaucoup de contenu. On a fait une GPT Academy pour aider les gens à savoir l'appliquer. On a fait des workshops pour que les gens aient essayé au moins une fois, 2 fois, 3 fois comment est-ce que l'IA pouvait leur résoudre leurs problèmes. Et derrière, en fait, on a complètement rendu ça quelque chose de très bottom-up, où chacun a commencé à construire ses use cases, donc notamment en organisant des hackathons internes, parce que c'était hyper puissant. Et on s'est retrouvé avec par exemple, un stagiaire en marketing qui nous a fait une extension Google Script qui te permettait de traduire en un clic toute une présentation. Ouais. Et c'est génial parce que nous, on est en France, en Espagne, en Belgique. Si on peut traduire en espagnol directement la présentation qu'on avait faite en français, en fait, on gagne énormément de temps. Et à la fin, si tu gagnes du temps, en fait, tu es plus efficace et tu vas plus vite. Ah, mais écoute, c'est génial. Mais je pense, là, quand tu parles de cette traduction là par cette personne de ton équipe, je trouve que c'est intéressant aussi. Il y a Ethan Mollick, donc prof à Wharton, qui parle souvent de ça, des cyborgs. Et un des points des cyborgs, c'est identifier les gens qui qui aiment bien utiliser ces outils, tu vois, qui utilisent beaucoup. Et tout en se disant que ces cyborgs, ils peuvent être à n'importe quel niveau de l'organisation. C'est pas forcément le CTO, Charles, en fait, qui va être le seul et le meilleur à utiliser ces outils de Gen AI. En fait, tu peux avoir des cas incroyables qui viennent de tous les niveaux et que ces cyborgs, par contre, il y a 8 mois, ils se planquaient dans les entreprises parce qu'ils ne savaient pas s'ils avaient le droit de faire des choses ou de le dire, et qu'en fait, il faut vraiment les incentiver à partager ce que tu fais là avec cet employé, je pense. Et donc, en fait, on voit que cette génération de l'IA, l'IA générative, en fait, est extrêmement simple à utiliser. En fait, si tu sais écrire quelques mots dans une text box, tu peux utiliser l'IA. Et donc, c'est une force de distribution de pouvoir qui est exceptionnelle. Et c'est vrai dans l'entreprise, mais c'est vrai aussi dans le monde. Enfin, ça donne la capacité à un enfant, je sais pas où, d'avoir un pouvoir qui pouvait même pas être imaginé par un président américain en 1960. Enfin, C'est extraordinaire ce que tu dis là. Et donc, est-ce que l'IA va être le grand égalisateur du 21e siècle aussi, hein, agir comme ça? Et ça, en effet, ça donne un pouvoir extraordinaire, une compétence en fait, la compétence devient accessible en un prompt comme la recherche sur Google l'était en un clic, quoi. Enfin, tout le savoir humain. Là, c'est la compétence, c'est le pouvoir, c'est une redistribution potentielle des cartes. C'est génial. Alors, je ne sais pas si ce sera un égalisateur. Ce qui est sûr, c'est que ça va rebattre des cartes. Donc, il y aura des inégalités, mais qui seront différentes de celles qui étaient là jusqu'à aujourd'hui. Tu as dit un truc juste avant qui était très important, c'est
c'est vraiment accessible à tout le monde. Tu l'as dit très clairement, c'est juste savoir rentrer du texte dans une chatbox. Franchement, on écrit sur Snapchat, sur Snap, c'est la même chose. À l'époque, sur MSN, il n'y a rien de compliqué à ça. Et je pense que ça, il faut pousser ce discours-là que tu viens de lancer. C'est arrêter de se mettre des barrières là-dessus, parce qu'il y a plein de préjugés à tous les niveaux, hein. Et il y a hommes, Mm. femmes, sur l'utilisation, beaucoup plus d'hommes qui utilisent que de femmes, alors qu'en fait, il n'y a aucune prétention à avoir. Ça revient juste à rentrer un langage, des informations, même pas forcément hyper structurées, formalisées, comme tu l'expliquais tout à l'heure, dans une chatbox. Un point, c'est tout. Ouais, exactement. Et en plus, en fait, on peut même se soustraire au texte. Enfin, on peut même le faire par voix. C'est ce qu'on a dit plus tôt. Par exemple, moi, j'ai un enfant de 5 ans. Je lui ai mis un chat GPT à la voix devant. Il ne sait pas écrire, il ne sait pas lire. Euh, et il a pu converser et poser des questions assez profondes à ce chat GPT. Genre, par exemple, demander ce qui est plus important entre la Terre et le Soleil. Et donc, Il est il a eu sorti. ça. Ah ouais, très bien, très bien. Donc, il est sorti de. Donc, on est. Ouais, très bien. Très important cette question sur l'importance Terre-Soleil, en effet. Euh, donc, la Terre tourne autour du Soleil. Et ça, je pense que. Mais ça, ce que tu dis là, tu vois, cette question, elle est fondamentale. Elle est fondamentale à l'heure de l'IA aussi. Parce que. On a appris il y a quelques années que la Terre tournait autour du Soleil et pas l'inverse. Et on découvre aussi aujourd'hui que on est l'intelligence en fait. Hein, l'intelligence, c'est peut-être autre chose que ce qu'on pensait, qu'elle n'est pas forcément limitée et le propre, l'appareil de l'être humain, mais qu'on peut aussi la retrouver dans la machine. Donc ça, c'est important Ouais. aussi, ce passage. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je pense que ça a fait un petit peu peur, l'IA. Mhm. C'est que Ouais. je considère que c'est le quatrième décentrement. Ok. En fait, donc, au fur et à mesure, on a eu des décentrements avec. Donc tu parles un peu de Copernic. En gros, l'humain n'est plus au centre de l'univers. La Terre n'est plus au centre de l'univers. Ensuite, tu as Darwin, où l'humain n'est plus au centre de la création. Ensuite, tu as Freud qui dit même le conscient n'est pas au centre avec l'inconscient. Et là, on est en train de nous dire qu'en fait, on n'est même plus les plus intelligents. Et donc, et que l'intelligence, c'est plus le propre de l'homme. Donc, ça peut faire peur. Mais il faut se rendre compte que, en fait, euh, ça fait changer pas mal de choses. Mais en fait, ça change de la même manière dont ça a toujours changé. Bien sûr. C'est une Bien sûr, non, révolution. non, mais ça peut sembler très déstabilisant. C'est très intéressant de le présenter comme un quatrième décentrement. Je suis d'accord. Enfin, remettre l'homme à sa place et lui donner donc un rôle qui est peut-être un peu moins central que ce qu'on pensait. Mm. Euh, et après, oui, oui, ça fait peur parce que dans la lignée aussi, c'est d'une certaine manière, bon, bah, on déléguait aussi des capacités de mémorisation de l'information à la machine depuis des années. Aujourd'hui, on va commencer à lui déléguer des capacités de raisonnement, qui étaient encore une fois celles qu'on gardait un petit peu pour nous, quoi. Parce on a vu les disques durs et tout ça, et là, on va encore plus loin. Alors là-dessus, c'est le regretté Michel Serres qui prenait la parabole de Saint-Denis. Donc, l'histoire de Saint-Denis, c'est qu'il se fait couper la tête et là, miracle, en fait, il prend sa tête et il la porte. C'est Saint-Denis céphalophore qui porte sa tête jusqu'à la butte Montmartre. Euh, et en gros, donc, il prenait cet exemple pour tout ce qui était numérique. C'était dans son essai Petite Poussette, où en gros, on était en train d'extérioriser beaucoup de la pensée aux machines. Et en fait, l'IA, ça envoie ça encore plus loin avec l'intelligence artificielle générative, parce que on peut sortir encore plus des tâches de réflexion qui ne sont pas forcément propres à nous, pour se focaliser sur les tâches de réflexion qui seront encore plus humaines, c'est-à-dire le contact humain, la compréhension d'un autre humain, l'empathie, etc.,
Et ça a des impacts sur beaucoup de choses. Nous, notre truc, c'est la santé en, chez Alan. Et donc, typiquement, si on peut réduire toutes ces tâches qui peuvent être administratives et de pensée qui est un peu bateau, et que les médecins, par exemple, peuvent se focaliser sur la relation avec leurs patients, la relation humaine, en fait, on a gagné du temps et on a gagné en humanité, paradoxalement. Évidemment, on a beaucoup parlé de est-ce que ces chatbots, ces LLM, ces modèles de langage peuvent être empathiques ou pas, et certainement en tout cas, mais avant ça, surtout, ils peuvent délester, comme tu dis, tous les professionnels de santé de tout l'admin, qui est l'admin est une sorte de forme un petit peu, donc comme on l'a décrivé tout à l'heure, pour leur faire gagner un temps incroyable et se concentrer sur leur savoir et la relation humaine. Mmh, exactement. Et ouais, donc tu parlais d'empathie. Nous, on a pu répliquer une étude qui avait été faite aux États-Unis sur des médecins qui prenaient des questions Reddit et qui répondaient en fait donc en tant que médecin. Et les chercheurs ont comparé ça avec des réponses qui auraient été générées par ChatGPT et derrière faisaient évaluer ça par des humains sur le côté correct de la réponse et le côté empathique de la réponse. Et en fait, ce qu'ils ont trouvé, et ce que nous, on a su répliquer et qu'on a trouvé, c'est que les IA, en fait, étaient tout aussi corrects, donc à peu près au même niveau que les humains, mais beaucoup plus empathiques dans la perception. Ouais. Et Ce qui est ton étude, tu as répliqué ça avec une étude chez ouais, vous et ouais, c'était la même, et tu en arrives aux mêmes conclusions? Mmh. exactement. Alors, Waouh. sur des questions qui étaient posées dans notre clinique virtuelle chez Alan, toujours enfin, avec Ouais, l'accord des personnes concernées. c'est sûr. Ah, c'est ouais, fascinant. Petite question sur le service client, vous avez intégré de l'IA générative sur votre service client? Oui. Je pense à ça parce que tu vois, je parle beaucoup de Klarna en ce moment. Mmh. Donc, Klarna sur l'intermédiation financière, qui expliquait un petit peu ce qu'il faisait sur le service client avec OpenAI. Vous faites ça aussi parce que j'imagine que Ouais. vous pouvez gagner du temps. Mmh. Ouais, Avec, exactement. avec Mistral, certainement. Ouais, ouais, Enfin, ça fait partie donc on a les modèles Mistral qui tournent, mais on utilise aussi d'autres modèles. mmh. Et en fait, l'idée, c'est aujourd'hui, on peut avoir des réponses quasi immédiates par un LLM, alors que ça peut prendre 2-3 minutes d'avoir une réponse de service client. Et Bien souvent, sûr. en fait, Tu es le 12e dans la file. voilà. Ouais. Donc, Mmh. c'est ce que je racontais sur les on-call un petit peu plus tôt. En fait, on l'a répliqué aussi sur le customer service. Nous, on a toujours aimé utiliser le chat et donc c'est hyper pratique de ce point de vue-là. Euh, et donc, on identifie en fait que c'est une machine qui répond, que c'est une IA qui répond, mais qui donne une réponse très rapide. Et parfois, ça suffit pas. Et donc là, on peut demander l'intervention d'un humain. Et au fur et à mesure, l'idée, c'est de faire passer la proportion des humains qui répondent à un petit peu plus de machines, Ouais. si on peut considérer que le niveau le niveau de service en fait augmente. C'est que Mmh. comme c'est plus rapide et si c'est suffisamment correct, alors là, en fait, c'est pertinent et on va passer dessus pour le moment. OK, je comprends bien je comprends bien la manière dont vous voulez le faire et je pense que c'est la bonne. Tu mesures aujourd'hui, tu as une idée de, par exemple, cette IA elle c'est pas elle remplace, mais elle fait le travail équivalent c'est comme si vous aviez embauché peut-être des nouvelles personnes sur le Mmh. service client, je veux dire, et ça peut faire le boulot de, bah, Klarna, il nous disait 700 personnes, Ouais. chez Alan, c'est un chiffre, c'est significatif quand même déjà? Enfin, C'est significatif, c'est peut-être mmh. pas 700 personnes, hein, Non, mais genre c'est plusieurs dizaines, voilà. voilà quoi. Oui, OK. mais en fait, le truc, c'est que en face, nous, on embauche quand même parce que, Ouais. c'est le paradoxe de Jevons, en fait, c'est que comme tu réduis les coûts, en fait, ça te coûte.
moins cher de pouvoir déployer ton service et donc tu as plus de cas d'usage qu'avant. Et donc, en fait, paradoxalement, ça crée des jobs d'avoir une Ouais. meilleure efficacité et d'avoir de l'IA. Voilà, c'est ça qu'on veut entendre. Merci Charles, tu nous rassures. Charles, j'aimerais t'emmener sur un autre sujet un petit peu qui est un peu pour moi un des sujets du moment, mais je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus. C'est, on parle tous des agents en ce moment, Mmh. des agents, sur, l'IA générative. On a vu, Devin, il y a 10 jours, 2 semaines, et toi en tant que CTO et développeur aussi, je pense que ça tu as dû voir passer ça forcément. Donc Devin qui était un agent qu'on appelle maintenant un software développeur, enfin c'est un développeur IA logiciel et non pas humain. Donc ça, c'était très intéressant. On voit il arrive en autonomie à gérer pas mal de tâches et des cas différents. Hein, il y en a pas mal de différents. Il y a Lindy aussi aux États-Unis que moi je regarde avec Florent Crivello. Il y a Twin Labs de Hugo Mercier que j'ai reçu ici et je crois que tu es investisseur dans sa boîte et on adore Hugo. Il y a peut-être même Holistic, sujet dont tout le monde parle en ce moment, avec des anciens de Google. Est-ce que tu peux me dire un peu ce que tu penses des agents? Est-ce que ça va être le gros sujet de 2024 et des années qui viennent? Et après, on ira un peu plus loin, mais est-ce que c'est ça qui va nous mener à l'AGI? Voilà. Alors, Mais reprenons un petit peu au début. Hein. Excuse-moi, on, voilà. on reviendra sur le terme AGI après. Mais sur les agents, pour rester sur le sujet, en fait, c'est sûr que pouvoir orchestrer plusieurs LLM ensemble, en fait, c'est hyper puissant parce que en fait, tu multiplies la puissance des différents LLM entre eux et tu peux spécialiser et tu peux avoir beaucoup de choses. Il y a peut-être le plus simple des agents, ce serait faire une boucle sur un agent qui se qui vérifie son résultat et qui peut l'éditer. Euh, il y a pas mal d'anthropomorphisme qui peut être fait là-dessus. Si on te demande de faire un calcul de tête, mais que tu n'as pas le droit de regarder ce que tu avais écrit avant et si tu avais fait des erreurs, etc., tu risques d'être moins correct qu'avant. Donc il y a Andrew Ng qui est un des pontes de l'IA qui a posé là-dessus et qui montrait que justement GPT 3.5 pouvait battre GPT-4 si on le mettait en boucle sur lui-même. Je viens de regarder ça dans Sequoia Capital. Excellent. Ouais. C'est ouais, fou ça, fou que cette idée était folle. Et les exemples qui montent dans cette petite vidéo de 10 minutes, donc Sequoia Capital, ils sont excellents. Et on voit en effet GPT 3.5 en agent, donc plusieurs étapes et qui arrive à être meilleur que GPT-4, c'est fou. Ouais. Après, la difficulté, c'est vraiment l'orchestration de tout ça. C'est que potentiellement, il peut aller se mettre, se buter dans un coin et être bloqué là-dessus. Donc, il y a encore de l'expérimentation. En fait, moi, j'ai tendance à penser il y a un peu trois angles d'un triangle pour l'évolution en IA. Il y a le côté recherche, donc des meilleurs modèles, le côté tinkering, donc vraiment construire, faire de l'engineering, euh, coller deux, trois modèles entre eux. Et ça, c'est quelque chose où on est en train d'extraire beaucoup de jus en ce moment, parce Hmm. qu'on n'a pas besoin de meilleurs modèles pour pouvoir faire des agents. Et ensuite, il y a tout ce qui est produit. Donc vraiment, comment est-ce que ça va interagir avec des humains? Et ça, on est à peine en train de gratter la surface. Euh, Donc et les agents, pour moi, c'est ton trilemme de la blockchain à toi sur l'IA, ça. Ok. ouais, je connais pas Hmm. j'ai assez peu regardé sur la blockchain, donc je connais pas, mais Hmm. oui, c'est un peu ces trois choses qu'il Oui, non, faut. mais très bien. Trois choses qu'on veut avoir en même temps pour progresser. Ouais. Ok. Ouais. Et, et en fait, il y a beaucoup de gains en ce moment sur vraiment le tinkering, juste bricoler Hmm. un petit peu. Et les agents, pour moi, c'est ça. Après, le truc des agents, c'est que
tant que c'est quelque chose qu'on colle un peu, c'est, c'est pas forcément très généralisable, dans le sens où en fait on doit le faire, en fonction d'un problème, alors que, les LLM en eux-mêmes sont, quelque chose qui sont très forts à la généralisation et donc le tinkering, c'est utile, mais c'est pas la panacée. Enfin, genre, Mmh. il faut toujours investir un petit peu pour pouvoir le faire. Donc, pourquoi pas pour pour certains use cases, et je pense que on va voir beaucoup de choses qui vont être intéressantes en 2024 là-dessus. Mmh. Ouais, ouais, donc les agents, on va voir ça, ça va être, on va en parler beaucoup. C'est en tout cas, en ce moment, j'ai l'impression que tout le monde travaille là-dessus, à San Francisco, mais aussi à Paris Ouais. et heureusement. Heu, Génial. Hem, j'en profite, j'ai vu un sujet dont on n'a pas dont on parle pas beaucoup, c'est, le speech to speech et la traduction instantanée. J'ai vu que tu avais fait un post là-dessus qui m'a beaucoup plu. C'est, tu parlais en japonais, en fait. Tu Ouais. expliquais que tu avais seulement quelques bases en japonais et que pour générer une vidéo de 50 secondes, tu faisais en 15 minutes. Ton pronostic, c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est que dans un an, nous aurons tous un poisson Babel, comme dans le guide du routard, Intergalactique. d'ailleurs, c'est le guide du voyageur, Intergalactique. intergalactique, Ouais. de Douglas Adams, qui permet de traduire instantanément dans la langue souhaitée. Et tu disais: «Formidable opportunité pour la diversité des langues, moins besoin d'une lingua franca, ainsi que pour la compréhension entre les peuples». J'ai trouvé ça très intéressant. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je suis passionné moi aussi par, le guide du voyageur intergalactique, heu, dont je pense énormément de choses viennent, hein. Enfin, DeepMind, tout ça, c'est le nom de DeepMind vient de là, hein, pensée profonde, voilà. Mmh. Et cette tradu et donc le poisson Babel, le Babelfish qu'on se met dans l'oreille, Charles, Ouais. est-ce que ça tu penses que donc on y arrive là, ça devient une réalité? Alors, il y a toujours des problèmes de latence, hein, mais aujourd'hui, c'est possible. Enfin, j'ai un raccourci sur mon téléphone où je peux parler, Ah! dans directement, et ça va le traduire dans le langage que j'aurais mis, Cool. et c'est hyper pratique. Enfin, tu veux voyager, c'est hyper simple, maintenant de pouvoir parler avec, n'importe qui si tu as un accès internet. Bientôt, tu auras même plus besoin d'un accès internet, et ça Avec des modèles utilise très embarqués, bien. type Mistral, ouais, super. Mmh mh. Ouais. Ah ouais, ouais, non, et même des modèles, de text to speech qui vont être directement embarqués dans les Mmh. téléphones. Heu, Parce qu'aujourd'hui, on tu as encore besoin des API, il y en a qui existent, mais qui sont, peut-être un peu moins bons, et surtout, ça reprend le timbre de voix. Heu, Là, on voit avec, Yoom, je sais pas si tu as vu, c'est un nouveau modèle qui est capable d'inspecter les émotions, et donc en fait de répondre en fonction des émotions dans les voix. C'est Mmh. assez intéressant parce que j'ai Excellent. bossé dans le même labo avec les gens du labo du mec qui a monté cette boîte. Waouh! Modèle d'émotion, ouais, tu dis? HUME, c'est ça? HUMO, ouais, Oh là là. et Ah, en fait, enfin, ça apporte quelque chose de très fort, heu, de pouvoir, mmh. écouter. En fait, tu écoutes peut-être, dans la voix de la personne, en fait, avec les intonations, et en fait, tu récupères des choses que tu perdais complètement au doublage. Même Ah si ouais. le doublage peut être, quelque chose, un art à part entière, et il y a des doublures qui ont fait un travail exceptionnel. La doublure de Bruce Willis, pour, Piège de cristal, en fait, c'était une œuvre à part entière, qui apportait ce côté de comédie à Piège de cristal que tu avais pas dans la version originale. Évidemment, évidemment, même, et on a plein de doubleurs célèbres, notamment aussi dans K2000, je sais pas si tu vois? David Ouais, Hasselhoff, ça fonctionne très bien. Hem, exactement.
Je comprends tout à fait. Excellent, excellent, très intéressant ce Youm. Charles, vu qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, j'aimerais on aille un tout petit peu donc sur, justement les possibilités et découvertes, que l'IA générative peut nous amener et l'AGI. Voilà, Mmh. Alors, est-ce que tu penses qu'on est un petit peu, à la naissance d'un nouvel âge d'or, une nouvelle renaissance au niveau de la science, et des découvertes que ça peut amener? je suis un très grand optimiste. Je pense que c'est, clairement, et j'en parle beaucoup du fait que, je pense qu'on est à l'orée d'un nouvel âge d'or. Après sur le terme AGI, moi je suis un agnostique dans le sens où je pense que la question est mal posée. Donc, Tu si je dis veux me quoi? poser Un un agnostique? agnostique, Alors c'est explique. en gros, quand on dit, «Est-ce que Dieu existe?» Il y a des gens qui vont être, athées qui disent: «Il n'existe pas», des croyants qui disent: «Dieu existe». Il y a des agnostiques qui disent: Bien sûr. «Je ne sais pas répondre à la question» et les Ouais. agnostiques qui disent: «En fait, tu as mal défini Dieu, donc je ne peux pas répondre à la question». Et Très intéressant, très AGI, intéressant c'est et là, tu vois, on redéfinir. en revient au guide du voyageur intergalactique, tu m'as mal posé la question sur, le sens de l'univers, donc je peux pas te répondre, quoi, c'est ça aussi? Ouais, À peu OK. près ça. Et en L'agnostique, OK, d'accord. Ouais. donc Mmh. AGI, c'est quelque chose qui est très mal défini. Genre, tout le monde a un point de vue différent de ce que ça veut dire. Si, je me posais la question en 2018 de ce que voudrait dire l'AGI, pour moi, on a dépassé l'AGI en 2023. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Et et le test de Turing et cetera, Test de Turing aussi, c'est ma question traditionnelle, j'ai pas eu le temps de te la faire, mais évidemment et si on se replace un tout petit peu dans le passé, on l'a explosé ce test. ouais. Bien sûr. Bah, oui et non, parce que en fait, le test de Turing, c'est quelque chose qui doit aussi être fait, de manière, adversarielle. Et en fait, on l'a pas vraiment fait beaucoup de manière, adversarielle. Il faudrait avoir un champion de test de Turing qui va essayer de se battre contre, un ordinateur et un autre champion de test de Turing et essayer de déterminer. Aujourd'hui, si tu balances des fautes d'orthographe dans ton texte, heu, l'humain peut voir que c'est un humain en face. Évidemment, Et évidemment. donc il y a encore des choses à creuser dans le test de Turing. On le fait dans le sens inverse parce qu'on se dit: «Tiens, bah, c'est trop parfait, donc c'est la machine». Mais c'est marrant qu'il y ait pas eu d'ailleurs, tu vois, une grande une expérience un peu en mode, reality show quoi, tu vois? Enfin, pour vraiment, montrer une petite expérience sur refaire le test de Turing aujourd'hui avec ChatGPT ou avec Mistral, ça C'est serait c'est marrant. Mmh. c'est drôle, j'ai Ouais, ouais, donc commencé à mais lire un peu ce qui j'entends ta réponse sur, AGI, agnostique. Heu, donc la question est mal posée aussi, oui et parce que voilà, parce qu'on n'a pas de définition, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Mais tout comme, et dans ce cas-là, tu vois, tout comme, avant même AGI, qu'est-ce que l'intelligence tout court aussi? Ouais, ouais et il y a plein de questions, philosophiques qu'on se pose depuis 3000 ans donc c'est assez passionnant, heu mais donc il y a beaucoup de travail de philosophie à faire, justement, par rapport à ça donc Mmh. je pense que c'est assez intéressant et l'IA peut nous aider, peut pas tout faire mais peut nous aider, là-dessus. Tu vois l'IA, donc dans tous les cas, quand même, peut nous apporter beaucoup de réponses à des grandes questions, des grands problèmes qu'on peut avoir dans les Ouais. prochaines années. Je Ouais. pense, ouais et en fait, l'IA va être un accélérateur assez fort, de l'humanité. On le voit déjà sur des sujets comme la médecine où il y a des détections de cancer qui peuvent être faites, grâce à l'IA. Maintenant avec, tout ce qu'on peut faire en termes heu, enfin, on peut utiliser l'IA dans la recherche pour absorber des masses de données, énormes et en fait en faire une synthèse, ce qui était impossible à faire pour un cerveau humain. Heu Mmh. et et ça crée des liens, qu'on ne pouvait pas soupçonner et donc derrière, je pense qu'il va y avoir un impact énorme sur la vie des gens. Donc c'est là où il y a où c'est assez intéressant, c'est que si on ralentit le progrès en IA, on risque d'avoir un coût d'opportunité gigantesque en termes de vie humaine.
Alors donc, et là tu prends un point de vue, accélérationniste, d'une certaine manière. Tu sais, il y a des mouvements Ouais, un ouais, peu je connais effectifs bien, hein. accélérationnistes qui en tout cas parlent, et c'est ce qu'ils expliquent, ce qu'ils défendent. Moi Mmh, ça me parle aussi beaucoup, hein, personnellement. En effet, en freinant le progrès là-dessus, il y a toute une génération, qui est toutes les générations les plus âgées de la société à qui on fait porter, potentiellement des risques parce qu'on aurait pu, les soigner ou repousser en tout cas, heu, leur, leur vie en pleine santé, mmh, au maximum. Ouais, ouais. ouais. Ouais, non, mais je suis pas fan de m'accoler une étiquette, Oui, directement, oui. mais Non, mais je suis d'accord. Ouais. le côté optimiste, pour moi est assez important. Et oui, oui, c'est marrant et je suis d'accord avec toi. Moi non plus, je ne mets pas d'étiquette là-dessus et mais et même, tu vois, dans les courants qu'on voit à Silicon Valley, entre effective accélérationniste qui est peut-être un petit peu, plus dur à porter, et qui va un peu plus loin et tu as le techno-optimisme aussi de Marc Andreessen, Mmh. qui est peut-être un peu plus, modéré là-dessus, On peut faire des critiques sur son texte, mais globalement, je pense que ça va dans la bonne direction, heu, parce qu'en fait, on a des bénéfices qui peuvent être énormes de la technologie. Après, il faut le faire de manière, raisonnable, raisonnée, bien regarder, comment on fait les choses, et là-dessus, en fait, il faut qu'on apprenne au fur et à mesure en tant que société les, mmh. heu, les points qui sont des risques, les choses qui sont des bénéfices et ensuite, essayer de faire un équilibre entre les 2. Réguler les risques, réguler surtout les applications plutôt que la technologie et ensuite, Mmh. et Ça, c'est pour très continuer à innover, et faire bénéficier toute la société de ça. très important. Il y avait une phrase géniale dans ce manifeste qui m'avait beaucoup plu, c'était: «L'IA est notre pierre philosophale, nous faisons littéralement penser le sable, le silicium». Ouais, ouais, Ça, c'était exactement. très fort, très fort. Ouais. Charles, dernière question, est-ce que tu as un livre ou un film de science-fiction à nous recommander? Tu peux me sortir autre chose aussi, hein, si tu veux. Un livre ou film de science-fiction à recommander, heu, c'est moi, en fait, paradoxalement, le bouquin qui m'a beaucoup inspiré pour réfléchir à l'IA, c'était Le Temps retrouvé de Proust. C'est pas de la Ah! science-fiction, c'est c'est mais en fait, ça m'a énormément inspiré parce que, Proust parle de l'intemporalité et parle de l'espace des idées qui sont, complètement arbitraires et en fait, l'IA en vivant dans l'espace latent, est complètement arbitraire vis-à-vis des idées. Et donc, ce qui explique aussi juste les hallucinations, parce que en fait, c'est complètement déconnecté de la réalité. Et donc, bah, ça va générer des choses qui sont plausibles, mais pas vraies. Et en fait, ça m'a énormément inspiré de relire ça il y a 1 an et demi. Donc, j'y pense encore souvent. Très bonne recommandation, et c'est vrai que, bah, Proust, c'est aussi tout de suite une très grosse fenêtre de contexte, hein, d'une certaine manière, vu la densité du bouquin et je comprends ce que tu dis aussi, ouais, sur la mémoire aussi. On apprend que la mémoire, humaine, enfin, on sait qu'aujourd'hui, ben, elle reproduit les choses, mais elle reconstruit, mais elle ne recopie pas, quoi et ouais, je comprends tout à fait. Super. Mmh. Merci beaucoup Charles, c'était génial de te recevoir, sur le podcast. Merci de nous avoir partagé, toutes ces analyses et concepts que tu as développés. C'était trop cool. Ben, merci à toi. On aurait pu parler encore beaucoup plus longtemps, mais C'est vrai. merci. Forcément, J'avais encore d'autres questions, mais on le fera peut-être une prochaine fois. C'était trop super sympa. Merci beaucoup Charles. À bientôt. merci Nicolas, à bientôt. Ciao.